On est des êtres relationnels. Et ça, on le perd malheureusement de vue. Et ça commence très, très tôt. Comment on travaille avec nos garçons dès le plus jeune âge pour qu'ils soient en relation, les soutenir dans cette relation-là et nous-mêmes d'être dans l'attachement avec eux. Les gars sont formés dans la performance, alors que dans le fond, il faut apprendre beaucoup plus dans la relation. Et ça, c'est tout un autre travail. On a encore énormément de pas à faire pour rentrer dans le normal des choses, que de vivre des périodes plus difficiles, c'est humain. On a du monde autour de nous, il y a des services pour nous venir en aide et on n'est pas obligé de se rendre au maximum. Les gars demander de l'aide, sont vraiment, je veux me débrouiller par moi-même, d'abord et avant tout. Et c'est comme un signe de faiblesse pour au moins le tiers des hommes. Il faut revenir à des choses de base, qu'un homme, c'est d'abord et avant tout un être humain, avec tout le bagage, avec toute la sensibilité, les émotions. On n'est pas obligé de souffrir dans la vie. Il y a d'autres moyens. Si je veux avancer, il ne faut pas être dans le jugement. Parce que des fois, les gars nous disent ça, mais dans le fond, il y en a ça derrière. Hein? Et des fois, on est très surpris, on a l'impression qu'on n'a pas fait grand-chose, parce qu'on a fait juste écouter. Mais ça a été énorme. Bonjour et bienvenue à cette deuxième présentation de l'après-midi. Une présentation pour moi quand même toute spéciale avec notre invité Gilles Tremblay. Salut Gilles. Bonjour Yvan. Je vais d'abord te présenter professionnellement, puis je te reviens. Je trouve important que les gens sachent le parcours que tu as. Gilles, tu es professeur retraité de l'École de travail social et de criminologie de l'Université Laval. Avant ta carrière universitaire, tu avais œuvré 21 ans au Centre local des services communautaires comme travailleur social. Tu es reconnu comme un expert en études sur les hommes et les masculinités au Québec et à l'international. Tu t'intéresses aux réalités masculines depuis plus de 40 ans. Tu as dirigé l'équipe de recherche Masculinité et Société et actuellement à la tête du pôle d'expertise et de recherche en santé et bien-être des hommes qui regroupe 43 chercheurs et 12 universités. Avec ton collègue Pierre Lheureux qu'on a rencontré ce matin, tu as élaboré une formation en intervention auprès des hommes, reconnue par le ministère de la Santé et des Services sociaux, que plus de 5000 intervenants et intervenantes ont reçu. Tu es l'auteur ou co-auteur de plus d'une centaine de textes en santé et bien-être des hommes. Puis moi, ce que je connais de toi, c'est qu'il y en a encore plus que ça, de ce que tu as fait. Gilles, colloque sur la sensibilité masculine. As-tu besoin de déposer comment tu arrives, dans quel état? Je le disais tantôt, c'est sûr, habituellement, je suis habitué de fonctionner avec un PowerPoint. Ben j'ai oublié mon ordinateur à la maison. Oui. Quand je suis arrivé à Montréal, j'ai dit « Oh merde, j'ai oublié mon ordinateur ». Pas grave, on peut vivre avec ça. Oui. Ça fait partie de la vie. C'est pas un tsunami, comme je le dis souvent. Et j'ai appris aussi, en travaillant avec les Inuits, comment faut faire confiance à la vie. Alors, on se lance avec ce qu'on a déjà, qu'on connaît. Voilà. Tu vas faire confiance en faisant sans ton ordinateur. Oui. Moi, en tout cas, ça m'inquiète pas. Je veux te dire aussi autre chose. Tu sais, pour moi, tu étais un incontournable. Tu es la première personne que j'ai contactée. T'sais. Puis je te le dis sincèrement, ça aurait pas été pareil si tu n'aurais pas participé. Parce que tu détiens, à mon avis, puis c'est pour ça que l'été passé, j'ai voulu qu'on mange ensemble, que tu me racontes un peu l'histoire de la masculinité au Québec, des réalités masculines, parce que toi, tu l'as vécu.
t'es là depuis 40 ans et plus. T'sais. Puis pour moi, l'histoire comme ça, c'est une richesse. T'sais. Puis je voulais que tu fasses partie du colloque pour partager aux gens là, ce qui s'est passé dans le cheminement puis le développement de la condition masculine au Québec. Fait que c'est pour ça en particulier que je voulais que tu sois là. En plus, tu sais, je sais pas si tu le sais, mais le commentaire que les gars que je rencontre qui ont reçu de la formation de toi, toujours le même. Compétence et chaleur. Ah. Ah oui, Gilles, c'est un gars chaleureux. Ah oui, Gilles. T'sais. Fait que, il y a ce que tu enseignes, puis il y a ce que tu apportes dans la relation au gars. Puis je veux souligner une dernière chose que je trouve important, c'est que tout en étant sensible à la condition des hommes, tu es un homme sensible aussi à la condition des femmes. Fait que j'ai envie que tu nous parles de ce cheminement-là au Québec. Puis si tu me permets, ça se peut que des fois j'intervienne un petit peu, même si ça se peut que je te laisse aller. Ben d'abord, merci de l'invitation. J'ai le goût de commencer. C'est quand c'est vraiment un regard très personnel, hein, en même temps que j'amène cette évolution-là. Dans mon PowerPoint, j'avais prévu d'abord commencer par une photo de moi quand j'ai 2 ans. OK. Sur la photo, c'est assez particulier parce que je suis photographié devant la maison familiale. On restait en campagne à l'époque, un peu isolé des autres, avec une poupée dans les bras. OK. J'ai 2 ans, c'est écrit derrière la photo. Et c'est une photo que ma sœur m'a ramenée il y a quelques années à mes 60 ans de mémoire. Ma sœur qui a presque... Donc, quand moi j'avais 2 ans, donc elle en avait 6. Et mon autre sœur en avait 7. Et elle me ramène la photo en disant, écoute, parce que quand tes parents sont décédés, elle a ramassé les albums de famille. Ouais. Et puis, elle me dit, écoute, tu as commencé à te préoccuper des hommes très jeunes. Elle dit, voici la preuve. Moi, ce que je me souvenais pas, c'est que c'était, semble-t-il, une poupée garçon. OK. Et c'est comme ça qu'elle m'amène un peu cette idée-là. Mais en même temps, ça fait tout remonter. Pour moi, c'est une histoire assez importante quand même. Je vous donne un peu le contexte. J'ai 2 ans, on est en campagne isolée. Je suis à la maison avec ma mère qui était à la maison, avec mes 2 sœurs plus vieilles, qui, elles, s'amusaient à jouer à la poupée, puis qui avaient du plaisir. Puis moi, j'avais pas de poupée à 2 ans. Alors, je pleurais pour avoir une poupée. Comme mes sœurs, m'amuser comme elles. 2 ans, c'est un peu normal, nécessairement. Et ma mère ramasse donc une poupée laquelle les filles ne jouaient pas avec. Semble-t-il, parce que c'est une poupée garçon, mais ça, moi, je n'avais pas de souvenir de ça. Et elle demande aux filles si ça leur va, puis elle me donne la poupée. Moi, tout content d'avoir ma poupée. Mais le soir, quand mon père revient travailler, alors qu'est-ce que mon petit bonhomme de 2 ans fait? Il se colle à son papa. Alors, tout fier de montrer ma poupée à mon père. Alors, mon père me dit, regarde ma mère, et la gronde en disant, qu'est-ce que t'as fait là? Qu'est-ce qu'il fait qu'une poupée? Il était choqué de ça. Il est tout à fait. Et il a dit, qu'est-ce que tu vas faire de lui? On ne vous donne pas une poupée, un garçon. C'est un peu le message de fond. Il y a un peu d'image, on était en 1955. Oui. Et on n'avait pas de Kent et de Barbie à l'époque. Alors, le lendemain, ma mère cuisine, four à bois, comme on avait à l'époque, les poêles à bois, et ça sent le cramoisi dans la maison. Que se passe-t-il? Qu'est-ce qu'elle trouve dans le four? La poupée. Alors, le petit garçon que j'étais avait compris que c'était pas une affaire de gars. C'est toi qui l'avais mis dans le four. Il l'avait donc mis dans le four pour la faire brûler. Toi? Oui. Ah oui. Aïe, le message de ton père a eu marqué. Une portée, hein? Alors, on apprend très jeune nos rôles de genre, quel impact que ça peut avoir et quelle place aussi on veut avoir dans tout ça. Donc, il y a des choses que j'ai appris à me conformer nécessairement comme ça. Donc, un moment fort, peut-être important. L'autre moment fort, je dirais aussi, moi, j'avais une mère qui nous poussait beaucoup à l'école. Hein, fait qu'on il fallait être des premiers de classe à l'école du rap. Alors, j'ai appris vite qu'il fallait être un leader, apprendre, s'organiser, structurer et réussir et avoir du succès par le travail, bûcher au besoin pour y arriver. Fait que ça, c'est quand même quelque chose qui me marque parce que j'ai toujours été un gros travailleur. Mais l'autre point aussi, quand je suis rendu à l'adolescence,
je me suis beaucoup impliqué avec un groupe de jeunes où on avait commencé de faire du soutien international à Ah oui, OK. quelqu'un qu'on avait connu qui était missionnaire, comme on appelait à l'époque, qui faisait de la coopération internationale. Et à un moment donné, on s'est questionné comme groupe de jeunes, disant, ben, la pauvreté, ça existe aussi au Québec, on a aussi des difficultés. On a commencé à mettre sur pied tout un soutien à un quartier défavorisé où j'étais, au Saguenay, là, à ce moment-là. Et donc, mes premières tâches, je dirais, en organisation communautaire à l'époque. Alors, ça a un peu joué sur mon choix de carrière, nécessairement, où j'ai décidé d'aller à l'université en travail social, particulièrement en organisation communautaire. J'arrive à l'université à Sherbrooke, à l'université de Sherbrooke à l'époque. Il y avait le département parallèle, le département qui était réputé pour être un peu plus de gauche. Et donc, on est dans les années 70, 73, 76. Avec qui je me tiens, donc des femmes qui deviennent des leaders féministes, qui sont déjà dès le moment, qui s'impliquent dans le mouvement féministe, qui sont mes collègues, mes camarades de classe avec qui je travaille, des collègues qui s'impliquent dans le mouvement gay, donc on est dans le mouvement à la fois de soutien à la décolonisation des pays d'Afrique, au mouvement féministe, au mouvement gay, et tout ça. Donc, ce travail sur la justice sociale était quelque chose qui m'a marqué de façon très importante. Début des années 80, donc, je commence à travailler au CLSC. Oui, c'est vrai, dans ces années-là, où c'est à la fin de mon bac, ces années de gauche. Donc, je m'implique aussi dans la gauche à l'époque, dans le mouvement marxiste particulièrement. Et on s'implique, on est très impliqué. Même, j'arrive au CLSC, je m'implique sur le plan syndical. Je suis très présent, militant syndical, très présent. Et jusqu'en 82, qui est une période pour moi assez charnière, 82, une date, trois choses peut-être importantes qui sont arrivées. La première, donc, on a un bébé. OK. Donc, tu es devenu papa. Je suis devenu papa. Et je suis en couple avec une leader féministe, nécessairement. OK. Et puis, et je deviens papa, donc un mouvement de remise en question personnelle et désir impliqué. Bon, le travail de militantisme et la gauche, telle qu'on la visait et qu'on organisait, qui laissait peu de place à la famille, on va mettre ça de côté pour mettre l'accent sur la famille. Donc, on fait des choix très importants tous les deux, puisqu'on était deux militants. Et en même temps, j'avais perdu mon emploi en organisation communautaire et je me suis retrouvé davantage dans l'intervention individuelle. L'arrivée de bébé aussi, juste avant, ça l'a aussi amené ma collègue qui était au CLSC, qui donnait rencontre prénatale, qui disait, écoute, viendrais-tu témoigner de ta réalité de nouveau père, comment c'est passé, césarienne, etc., comment tu es présent auprès de bébé, qu'est-ce qu'il y en est, nos pères, j'ai un peu de la misère à les raccrocher, des futurs pères, dans des rencontres prénatales. Il y avait pas beaucoup de pères dans les groupes. Ben, ils venaient, mais participation moyenne. OK. Alors, ça, c'est 80... on est en 82. OK. Alors, on cherche des moyens que les pères s'impliquent plus. Je vais faire mon témoignage. Les gars adorent, les conjointes aussi adorent. Et finalement, ma collègue dit, tu tentes pas de co-animer des rencontres avec moi. Fait que finalement, pendant 9 ans, j'ai co-animé avec elle des rencontres prénatales qu'on a toutes redéfini un peu plus la place avec une série d'ateliers en cours de route pour les hommes, pour les femmes, chacun de leur côté, qu'on faisait des mises en commun. En essayant de donner plus de place à l'homme. À l'homme, beaucoup plus. Et d'un couple qui accueille un enfant. Pas juste une préparation médicale à un accouchement, mais comme on voyait habituellement, mais beaucoup plus comment comme couple, on se prépare à accueillir un enfant et comment ça va se passer dans ce contexte. Encore plus relationnel comme événement. Tout à fait. L'arrivée de l'enfant. Le volet psychosocial prenait beaucoup plus de place nécessairement. Et donc, en même temps, si je disais, donc je tombais en intervention individuelle, donc j'essaie de retourner aux études. Alors moi qui avais tout mis ça de côté, les universités, les bourgeois, je retourne et pour développer un peu plus mes capacités en intervention individuelle. Et un des cours que j'ai le plus adoré à l'époque, que c'était sur l'intervention individuelle avec une collègue qui aussi nous a parlé d'intervention féministe en thérapie, que j'ai trouvé très utile aussi dans mon travail auprès des femmes, puisqu'il est à peu près 80-90% de la clientèle du CLSC à l'époque. Alors, je trouvais ça très utile. 90% de la clientèle? Facilement 80-85%. Était juste des femmes? Majoritairement. Ça, tu parles de quelle année? 82. OK, début 80 encore. Début des années 80.
Alors, de fil en aiguille, c'est ça. Donc, puis je connecte beaucoup donc avec cette prof-là et je lui demande de diriger mes travaux de maîtrise. Et c'est un peu elle qui me convainc. Elle dit, écoute, pourquoi tu ferais pas ta maîtrise sur les hommes? Tu me OK. parles des rencontres prénatales. J'avais commencé à participer à un premier groupe de parole d'hommes. Ça t'allume. Toi qui es proche, qui es sensible aux réalités des femmes, il me semble que tu pourrais apporter beaucoup. Ah, OK. Fait que, alors, finalement, ça a été le sujet de mon mémoire de maîtrise, l'intervention psychosociale auprès des hommes. OK. Alors, en ayant C'est là que ça a commencé pour oui, toi, là. tout à fait. Donc, ça a été vraiment un élément important de ramasser, de tomber tout ce que j'ai pu trouver sur Ouais. d'écriture sur les hommes, de ramasser ça et à partir de ce que je connaissais d'intervention, d'essayer de systématiser, d'organiser et d'écrire là-dessus, donc en 89. Pour avoir un aide efficace encore plus et spécifique auprès des hommes. Exactement. Qui est différent. Exactement. Oui, OK. Et après, après ça, donc ça m'a amené aussi à aller au doctorat par la suite. Et dans le courant de ce processus-là, peut-être un autre élément important. Donc, vous voyez, donc donc les années 80 à 90, on est beaucoup de gens qui font un processus personnel, on s'implique dans un groupe de parole personnelle, mais aussi de comment on le rend pour les intervenants, donc OK. les rencontres prénatales. L'intérêt pour rejoindre les hommes, les aider, augmente, là. Oui, élargir là-dessus. Et donc, l'écriture, donc je faisais partie de ce mouvement-là, comme Pierre Lheureux en a parlé, comme Pierre Turcotte en a parlé. Et dans les années, je dirais 90, qui est plus particulier, il y avait eu la sortie de Père manquant, fils manqué. Donc, on commençait à en parler beaucoup plus largement. Donc, à dépasser le volet d'uniquement la violence et la paternité, qui étaient les deux thèmes clés des années 80, à beaucoup plus large, donc sur la santé de manière plus générale, mais aussi les abus sexuels que les hommes. Donc, ça, je me souviens les enfants de Saint-Vincent qui avaient fait fureur aussi à l'époque, quand même des gens, pour une première fois, on parlait des abus sexuels vécus par des hommes dans l'enfance, ce qui était quand même relativement nouveau. Ça, c'était nouveau, parler des abus sexuels chez les hommes? Au début des années 90, à 93, 94, les enfants de Saint-Vincent, autour de ça. Donc oui, c'était relativement avant ça, on n'en parlait pas très beaucoup. peu. Puis c'est pas longtemps après que Michel Doré a sorti sa recherche, ça arrive aussi aux garçons. On se souvient il y a un livre clé majeur que Michel a sorti à l'époque, qui était là avant hier. Alors, vraiment, c'est une période où on commence à sentir l'élargissement puis une préoccupation de plus en plus grande. Ce qui amène aussi les associations qui travaillent auprès des hommes en violence conjugale, en prévention du suicide, en toxicomanie, donc des endroits où qui sont pris avec des situations aussi avec les hommes, qui se posaient la question, mais les hommes nous arrivent souvent très tardivement. Qu'est-ce qui se passe? Comment ça fonctionne? Et c'est là qu'ils ont été en contact avec... On se questionnait sur qu'est-ce qui fait que les gars viennent pas plus, là. Puis un peu tardivement. Alors, ça a été les premières recherches à demander d'aide des hommes avec Germain Dulac, fin des années 90, qui ont été des ouvrages clés majeurs et qui ont marqué nécessairement le Québec à l'époque. Autre période, je dirais, pour moi aussi clé, en 2002, en même temps aussi que j'arrivais à l'université. Oui, en 2001, je suis rentré à l'université. Comme enseignant, cette fois-là. Comme enseignant, comme prof. À Laval. J'avais été chargé de cours dans le passé, mais là, je suis rendu prof à l'Université Laval. Et comme j'arrive à l'Université Laval, il y avait... le ministère de la Santé cherchait quelqu'un pour prendre en charge le première monographie sur la santé des hommes. Okay. Alors, il avait commencé à aborder... Début 2000, ça. On était en 2002. Le ministère de la Santé demande des données là-dessus. C'est une première fois, puisqu'il y en avait déjà eu 2 autres dans le passé sur la santé des femmes. Mais là, comme ça, si on veut appliquer l'analyse différenciée selon le sexe, il faut aussi, dans les nouvelles orientations, se préoccuper aussi des hommes. Et donc, dans ce sens-là, d'avoir aussi commencé à connaître davantage l'état de situation. Et là, on t'a approché. Et là, on m'a approché avec Richard Cloutier. On a fait la première monographie qui est sortie en 2005. Donc, ça a donné un peu une orientation en partant. Il y a un projet qui m'est arrivé comme ça en arrivant à l'université. Et après ça, donc, moi, j'ai monté tous mes projets de recherche autour de la santé, bien-être des hommes, réussite scolaire des garçons, violence ou
la paternité, donc tous les différents thèmes presque qui ont passé au fil des années. Et c'est comme ça un peu que j'ai avancé. 2002 aussi, on se souvient, il y a eu une série d'épisodes dans l'homicide intrafamiliaux à l'époque. Tom Sawyer fait une crève de la faim et le ministre délégué à la santé, le ministre Bertrand à l'époque, décide de faire un comité de travail en matière pour les hommes, pour mieux comprendre qu'est-ce qui se passait à la suite des pressions particulièrement qui étaient faites. Et à l'époque, on est au 10e anniversaire du Rhizome Québec. Okay. Moi, j'étais déjà en contact et on m'avait demandé d'animer une table ronde à l'époque avec Guy Corneau, Gilles Rondeau, Jocelyn Lindsay, Germain Dulac. Bon, on se retrouvait tous là. Et pendant le ministre avait donc nommé un professionnel du gouvernement pour aller enquêter puis trouver un peu qui pourrait participer à ce comité de travail-là. Donc, Gilles a été approché à l'époque pour présider ce comité-là, Gilles Rondeau. Alors, Gilles m'en parle. Fait, moi, il faut que je sois là-dessus. Alors, je suis allé contacter la personne en question, qui me dit, oh, peut-être. Gilles pousse par en arrière pour que je fasse partie aussi du comité. Et là, ton intérêt était très fort maintenant. Là. Donc, nécessairement, ça a été un moment clé de pouvoir participer à ces travaux-là pendant 2 ans, où on a remis le rapport en 2004, qui était finalement le premier document politique. Et autant on était passé à la scène du personnel au professionnel, on passait au social très largement, plus largement reconnu, à quelque chose de plus politique. Mais c'était quoi le contenu de ce rapport-là? Le rapport Rondeau disait, les réalités masculines, comment mieux comprendre pour mieux intervenir, c'est quelque chose de genre, s'ouvrir aux réalités masculines. Alors, c'est dans le fond, on dit il y a une série de recommandations qui arrivaient après, dont 8 s'adressaient à santé, services sociaux et 8 au gouvernement général ou à d'autres ministères, dont l'éducation, etc. Qui allait servir pour plusieurs ministères, là. Éventuellement. Mais c'était le ministère de la Santé et des Services sociaux qui le pilotait. Qui commandait ça. Mais c'est un élément clé parce que ça permet au ministère, après ça, de décider d'avoir un dossier santé bien-être des hommes au ministère. Ça n'existait pas avant. Non, alors, ça fait pas si longtemps que ça, dans le fond? 2005. Mais 2005. Et d'embaucher un professionnel responsable dossier santé bien-être des hommes. Ça n'existait pas avant. Et moi, je me souviens, à fin des années 90, quand on avait tenté de mettre sur pied une table, un comité de travail en Estrie d'intervenants pour réfléchir là-dessus, nos patronnes nous avaient dit à l'époque, c'est pas une priorité. Alors, ou vous faites ça sur votre temps personnel, ou... Alors, ça fonctionnait pas, on n'était pas reconnu, alors que maintenant... C'était pas une priorité, les réalités masculines, pendant plusieurs années. Là. Sauf que 2005, ça devient une priorité gouvernementale. Pourquoi? Alors, parce que là, il y a eu le rapport qui dit, voici, c'est important de s'en préoccuper. Et le ministre décide, oui. Ce rapport-là démontrait l'importance, en fait, de s'arrêter aux réalités masculines. Ça a été long avant d'avoir un plan d'action par la suite, mais quand même, au moins, il y a déjà un professionnel qui est là, qui bâtit des dossiers, qui assure de faire avancer. Ça a amené une reconnaissance quand même qu'il y avait besoin d'avoir de l'aide pour les hommes. Tout à fait. 2005. Oui, c'est pas si vieux. Non, c'est ça qui me frappe. Je pensais que tu allais me dire dans les années 80. Et il faut penser qu'en 2005, quand le professionnel est arrivé, qui était un des membres du comité, Michel Lavallée, qui était à l'époque aussi à Autonomie à Québec, ça a pris plusieurs mois et même des années à faire le tour des différentes directions, faire reconnaître ce dossier-là. Parce qu'il se faisait dire de lui un peu partout. C'est loin d'être gagné. Alors, il fallait démontrer la pertinence. Michel a été d'une patience extraordinaire pour démontrer l'importance de ce dossier-là. Vraiment plusieurs étapes, hein? Tout à fait. Avant de se rendre à ce rapport-là, une fois le rapport fait, avant qu'il soit accepté, lu, considéré. Et on avait des bases quand même. Je parlais de l'année différenciée sur le sexe qui amenait des bases. Il y avait aussi, aux années 2004-2005, autour de ça, ce qu'on appelait au ministère l'approche populationnelle, c'est-à-dire de se rendre compte qu'il faut organiser le service non seulement en fonction des demandes qui arrivent, mais aussi en fonction des besoins de la population d'un territoire. Donc, la création des C3S à l'époque. Donc, c'est quand même important parce que ça voulait dire, on sait que les hommes sont en surnombre dans plusieurs causes de maladies au Québec,
7 des 10 principales causes de décès. C'est quand même pas 7 des négligeable. 10 principales causes de décès. Les hommes sont en surnombre. Donc, il faut aller vers. On ne peut pas juste attendre. Ils viennent pas chercher d'aide. Alors, donc, il faut trouver d'autres stratégies. Si on a une approche populationnelle, ça veut dire qu'il faut se préoccuper des hommes. On peut pas être là, dire, on n'avancera pas en santé publique, l'ensemble de la population du Québec, si on se préoccupe pas particulièrement de la santé des hommes. Il faut qu'il y ait des cibles spécifiques. On avait vu aussi l'effet de ça, et on l'a vu autour du suicide. Quand les recherches de Dulac ont amené aussi à avoir des premières préoccupations de se dire, il faut cibler aussi les hommes, particulièrement en prévention du suicide, qui sont les 3 sur 4 étaient des hommes. À l'époque, c'était même 4 sur 5. Il faut s'en préoccuper particulièrement. Et je me souviens de la première campagne qui disait le genre, la souffrance n'a pas de genre. OK. Et il y a des groupes qui contestaient ça, disant non, la souffrance, c'est féminin. Non, la souffrance n'a pas de genre. Ah oui, OK. Alors, vous voyez un petit peu. Il y a eu des résistances comme ça? Oui, Ah oui, ça n'a OK. pas été si simple. Mais ça l'a marqué. Et le fait qu'on ait aussi des cibles spécifiques auprès des hommes a fait diminuer le taux de suicide chez les hommes. Ça, c'est drôlement intéressant à voir. Il faut avoir des cibles plus spécifiques. Quand tu parles des cibles, as-tu un exemple? C'était quoi? Des campagnes. Demander de l'aide, c'est fort, par exemple. OK. Marquer des pas. Aller chercher de l'aide, c'est une cible. Effectivement. Et on voit effectivement qu'il y a plus d'hommes qui vont chercher de l'aide maintenant. Ben oui. C'est pas encore gagné, il reste encore beaucoup de pas à faire, mais on a quand même marqué des pas. Et il faut en parler et en reparler de ça. Ben moi, ma clientèle est plus masculine maintenant. Mais c'était pas comme ça, là, il y a 30 ans. Exactement. Donc, ça change. Ouais. Et il faut appuyer ces changements-là. Alors voilà, donc un passage quand même important avec la création de ce dossier-là en 2005, qui a amené des premières orientations ministérielles en 2009 et un plan d'action ministériel en 2017. Donc, c'est même pas si vieux. On a un premier plan d'action ministériel depuis 2017. Alors qu'on est en 4e ou 5e, je pense, sur la santé des femmes. Donc, on a vraiment au moins acquis des choses là-dessus. Ça, c'était la suite du premier rapport que vous avez fait. Ça a pris 12 ans. Oui. Pour qu'il y ait la suite. OK. Quand même. Ben, la première suite, c'était nommer quelqu'un. Puis d'avoir un dossier. Ce qui est quand même déjà un tape très important. Oui. On comprendra. Dans ma vie, aussi comme moi, quand je suis à l'université, il y avait aussi une équipe de recherche qui existait à l'époque comme Violence et Changement. Donc, on m'a demandé d'intégrer. J'ai été invité, là, c'est Gilles Rondeau qui était le responsable et qui a fini son financement. Et là, on s'est dit, il faut continuer. Il faut trouver d'autres choses. Et on a fait de fil en aiguille, on a fait plein de demandes et on a réussi à faire financer une équipe qui s'appelait Masculinité et Société. Ça, tu parles de quelle année, en ça? 2007. 2007? Ça a été financé en 2007 jusqu'en 2011 et on l'a fait perdurer jusqu'en 2016, mais après 6 demandes de renouvellement qui n'ont rien mené, c'est un peu plus... c'est dur d'avoir une subvention pour aider les gars. Là. Très difficile. Très difficile. Bon, d'une part, de deux choses, c'est-à-dire que c'est sûr qu'on était une équipe un peu différente. Souvent, des équipes de recherche sont très centrées sur les productions scientifiques. Nous, on était aussi en partie centrés sur la diffusion, faire de la formation, d'aller dans les congrès, les colloques, d'en parler, faire des conférences pour faire connaître les résultats, puis que ça se transmette dans les pratiques. C'est d'avoir beaucoup aussi de la recherche en partenariat, recherche-action, des choses comme ça. Donc, ce qui est beaucoup plus long, qui demande beaucoup plus de temps, d'attention, peut-être que de faire de la recherche à questionner des universitaires qui, entre deux cours, vont remplir leur questionnaire, qu'on fait juste analyser les questionnaires. Ce qui va beaucoup plus vite, mais qui permet beaucoup plus de production scientifique. Vous êtes préoccupé d'aller chercher des informations de cahiers de données sur le terrain. Sur le terrain, pour le terrain, en fonction du terrain. Alors, donc ça demande du temps et de l'énergie qui n'amène pas le même niveau de production académique, qui peut jouer sur les demandes de subvention. Et l'autre point aussi, faut pas se le cacher aussi, c'est qu'on a à la fois dans le travail auprès des hommes, il y a deux... je dirais, il faut toujours se démarquer sur deux grands points. Et ça a été le cas quand on a fait le rapport Rondeau.
on n'est pas dans les groupes antiféministes, des revanchards qui en veulent aux femmes. Au contraire, Les le mouvements travail auprès des femmes. masculinistes, comme on peut entendre parler, c'est pas ça Effectivement, qu'on au parle. contraire, le travail auprès des femmes doit continuer. Ben oui. Et drôlement important. Oui, tu as toujours Et été sensible à ça. effectivement, il faut continuer ce travail-là. On doit être en appui à ça. Travailler pour aider les hommes, c'est pas être contre Non. les femmes. Là. Tout à fait. Et donc, se démarquer de ça et se démarquer aussi de la branche un peu plus féministe radicale, qui eux autres veulent rien savoir un peu plus du travail auprès des hommes, de peur qu'il y ait des sous qui soient mis là, qui n'aillent pas du côté des la femmes. peur de perdre des montants. Alors, on dit, il faut pas perdre de ce que les femmes ont, mais il faut aussi en mettre du côté des hommes. Mais il y a eu un mouvement masculiniste radical aussi dans les années, tu sais, pour les pères dans les années 90, autour de peut-être? 2004, 2005, là, il y a eu toute la montée avec Fathers for OK, Justice. 2004-2005, Oui, OK. tout à fait. Eux autres étaient 2003, contre le 2004. féminisme, je pense. Oui, tout à fait. Ouais, OK, il y a eu cette opposition-là. On a à nouveau ce genre de mouvement-là et je pense que c'est important d'être attentif avec toute la manosphère qui se développe actuellement, les incels, toute la part que jouent des leaders négatifs là, comme Andrew Tate, par exemple, chez nos jeunes. Tu reconnais ce mouvement-là aujourd'hui encore? Oui, c'est très présent là encore. OK, au Québec? Ça revient malheureusement. OK. C'est plus aux États-Unis, mais ça reste quand même présent au Québec. Moi, je n'entends parler, mais au Québec, ici, j'ai pas entendu personne qui est en contact avec ça. Il y a eu un article dans la presse il n'y a pas si longtemps sur la part, l'impact d'Andrew Tate et de son discours chez nos adolescents. OK. Alors, c'est pas négligeable. Des discours qu'on n'entendait plus, qui reviennent, où on veut ramener des femmes à la maison, des vieux discours là, qui ont... Fait qu'il y a un retour d'un masculinisme radical et dominateur là, qui existe encore. Sur la femme. Et il faut pas le nier, c'est là, ça existe, et il faut dénoncer ça. Et c'est pas ça, toi, le travail que vous avez fait? Pas. C'est pas ça. Surtout pas. On va être surtout très loin de ça. Comme il faut nommer, par contre, les difficultés des hommes et aussi ne pas être dans les attitudes anti-mâles et anti-hommes que certains ou certaines peuvent avoir aussi de l'autre côté, là. Alors, c'est sûr que quand vient le temps de présenter, par exemple, des projets de recherche, si dans des comités de pairs qui évaluent, si on a quelqu'un qui est plus posé, écoute, l'argent, il faut qu'il aille du côté des femmes et il n'est pas question qu'on en mette du côté des recherches sur les hommes, ben c'est sûr qu'on a moins de chances d'être financé. Ça se joue à quelques finances. Les démarches que vous faisiez, c'était pour essayer d'avoir du financement pour aider les hommes? Pour aider la recherche sur les hommes. La recherche, OK. Alors, c'est pas toujours facile. Pas pour les services nécessairement. Et comme c'est pas toujours facile non plus sur des... quand on travaille en français au Québec, quand on vient le temps de défendre nos positions au Canada anglais, par exemple, au fédéral, les francophones ont souvent moins grande audience que les anglophones. Oh, vous avez eu plusieurs défis. Alors, on a plusieurs défis pour être financés nécessairement. Alors, on comprendra bien que quand est arrivé le débat pour le nouveau plan d'action ministériel, quand on a reçu les premiers. Moi, j'étais un de ceux qui a été consulté avec les responsables des principaux organismes pour hommes au Québec. Et quand on s'est retrouvés, on se dit, bon, il y a des trous, là. Entre autres, autour de la recherche, il n'y avait rien. Ah oui, OK. Tu parles de quelle année, là? Pour le 2016. En 2016, il y avait peu de recherche. Ben, c'est-à-dire que la proposition de plan d'action qu'on avait sur la table ne prévoyait rien. OK. Alors, toutes les associations qui travaillent auprès des hommes, les grands représentants, les autres qui représentaient ces associations-là, et moi, on a dit, écoutez, il faut faire de quoi? Et c'est sûr qu'on le sait, que si on y va dans les formules juste usuelles, c'est pas facile de faire financer. Il faut que le ministère s'implique directement, et c'est comme ça qu'on a réussi à faire financer dans le plan d'action ministériel, le pôle qui est devenu le pôle de l'expertise de recherche santé et bien-être des hommes que je dirige actuellement. Alors, c'est quand même une création. 12 universités, 43 chercheurs. Sacha est dans ça, je pense. Sacha Genette-Dufault qui était dans le colloque. OK. Effectivement. Donc, on est quand même une panoplie de chercheurs. C'est une des plus grosses équipes. C'est quelque chose d'assez particulier. On a des acquis au Québec très intéressants. Bon, l'exemple du pôle en est un. Les maisons oxygènes qui n'existent pas ailleurs au Québec. Maison oxygène qui est typiquement québécois, qui est d'hébergement père-enfant. OK. Hein, hébergement pour les pères avec leurs enfants. Tout à fait. Quelqu'un comme John McDonald qui est passé hier, justement, nous dirait c'est vraiment quelque chose à faire connaître davantage à l'échelle internationale. C'est quelque chose qui n'existe pas ailleurs.
On a une création québécoise typique de travail auprès des On hommes. peut-tu On a dire un qu'au mouvement Québec, il y a une évolution très importante? intéressante, oui, Oui, tout à fait. comparativement ailleurs, Oui. Et sur l'aide pour les hommes, c'est clair que le plan d'action ministériel a amené une a eu poussée, cet impact-là. un impact très important pour solidifier des organismes pour les hommes qui vivotaient pour un certain nombre. Là, maintenant, ça les a consolidés financièrement pour être en mesure de Les fonctionner. organismes d'aide pour hommes, ça fait combien d'années, tu penses, que tu as vu que ça existe au Québec? Les premiers, aux dates des années 80, début des années 80, milieu des années 84, OK. Comme 85, autonomie, là, autonomie, c'est c'est ça, là. 86, je pense. 84, autonomie, c'est 40 ans, là. Voilà. Donc, oui. Voilà. Donc, OK, on est c'est là. dans ces années-là. Oui, on est dans les premiers organismes, là, effectivement. OK. Puis ensuite, il y a eu beaucoup l'évolution, surtout en violence conjugale. Ouais. Puis après ça, les autres organismes sont venus après. Fait que c'est sûr que ça 89, moi, j'ai parti celle à Drummondville. Fait que c'était fin 80, là. Oui. Mm. Ah oui, déjà en 89, il y a une première association Oui. de regroupement d'organismes pour conjoints comportement violents. Oui, c'est ça. Donc, on a des avancées comme ça qui se sont développées à travers le temps, du personnel au social, au politique, et maintenant on a quand même des assises assez intéressantes au Québec. Mais à chaque fois, il a fallu être clair il faut se préoccuper des hommes, c'est important. OK. Hein? Les hommes, on le sait, sont en surnombre, et je me souviens d'un article en 87 de mémoire d'une chercheure de santé publique qui disait on ne se préoccupe pas assez des hommes. OK. Les femmes ont été quand même soucieuses. Plusieurs femmes ont été soucieuses. Beaucoup. Mais oui, de la santé des hommes, de ce qui se passait chez les hommes. Beaucoup. C'est des femmes qui t'ont invité à travailler avec les hommes. Oui, tout à fait. Et moi, d'ailleurs, une des premières choses dans les années 84, 85, autour de ça, de l'organisation du 8 mars, Journée nationale des femmes, le comité organisateur nous avait demandé de faire un atelier sur la condition masculine au sein du 8 mars. OK. Très intéressant. Et on s'est retrouvés... il y a des femmes qui ont envie qu'on se rejoigne, puis il y a des gars qui ont envie qu'on se rejoigne aussi, là. La majorité même. Tout à fait. C'est un travail qu'il faut qu'il soit conjoint. Travail, tout à fait. Et ce n'est pas tu as toujours été dans cette optique-là. Tout à fait. Tout à fait important, ce travail d'union ensemble, et pas d'être en chicane. Malheureusement, c'est pas toujours facile. Puis on le sait, les subventions qui sont au cœur des fois de ça. La peur de perdre des sous pour un certain nombre parce qu'il y en a déjà pas beaucoup, je pense, d'aide, autant les hommes que les femmes. Là. On l'avait vu d'ailleurs à la sortie du rapport Rondeau, où il y a déjà une quinzaine d'organismes pour femmes qui s'étaient mobilisés pour dénoncer la sortie du rapport Rondeau, disant qu'on fabriquait un problème, que les problèmes des hommes, c'est des problèmes psychologiques, c'est pas des problèmes sociaux. OK. Alors, tu vois un petit peu le genre. Donc, c'était... Par peur de perdre des subventions. Donc, ces hommes se suicident, ils ont juste à pas prendre des moyens aussi létaux. S'ils ne réussissent pas à l'école, ils ont juste à faire plus d'efforts. OK. Vous voyez un peu le genre. Donc, vraiment, fallait vraiment changer un peu cette vision-là des choses. Mais heureusement, ça n'a pas eu tant de portée. Le ministère, comme réponse, a dit non, on va créer plutôt un dossier santé bien-être des hommes. Effectivement, on a des données probantes, et je pense que c'est pour moi un élément important. On n'est pas quand c'était démontré que la santé des hommes allait pas bien dans la population, là, il y a eu un désir d'aider, là. Et pour moi, c'est un élément très important. On n'est pas dans des débats idéologiques. On est d'abord se baser, qu'est-ce que la réalité nous démontre? C'est ça que les études ont aidé. Oui, effectivement. Et ça a été probablement ce qui a permis de faire avancer beaucoup, s'appuyer sur des données, être clair. Il y a des choses qui ne doivent pas, des discours sur lesquels on ne doit pas embarquer, qui entre autres tout le mouvement antiféministe, surtout pas là-dedans. Il faut qu'au contraire continuer le travail auprès des femmes. On le dit, on le répète, et il faut le redire. Et c'est drôlement important. Quelques événements aussi pour moi qui ont été très marquants. Ma première année d'études et de recherche, 2007-2008, j'ai eu l'occasion de me promener dans 15 pays différents. Oui, tu m'as parlé un peu de ça. Qu'est-ce qui se passait ailleurs dans le monde. Très intéressant aussi pour redéfaire des discours. Et je me souviens quand j'étais en Nouvelle-Zélande, d'une soirée, on est peut-être 65, 70 personnes, des plus grosses, un groupe qui avait organisé la soirée, un peu comme Autonomie ou Centre de ressources pour hommes de Montréal.
qui avait organisé. Mon collègue était le président du conseil d'administration de cet organisme-là, d'ailleurs, un collègue chercheur, un bonhomme extraordinaire qui a fait des travaux très, très intéressants. Et il y a tout un débat à la fin de la soirée sur le principe, qu'est-ce que c'est le principe masculin? OK. Moi, je suis en fin de soirée, en anglais néo-zélandais, j'ai un peu de la misère à suivre des bouts, je laisse aller un peu le débat, mais après, moi, je me retrouve en Inde, Mon Dieu. l'autre univers. Alors là, tu vois des hommes dont je sais pas, l'habillement principal, c'est un paréo. OK. On tient son meilleur ami par la main. Vraiment des pratiques de masculinité assez différentes OK. de ce qu'on est habitué chez nous. Par exemple, au Puis que Québec. tu voyais pas en Australie non Que je ne plus. voyais pas non plus, ni en OK. Australie, ni en Nouvelle-Zélande. Alors, OK, le principe masculin, c'est, dans le fond, nos socialisations. Ça dépend où est-ce que t'es. Où est-ce que t'es, dans quel contexte. Et là, je me rappelle aussi, moi, quand j'étais jeune, le premier job en usine, puis en années 70, c'est qu'un gars est arrivé avec une boucle à l'oreille, et tout le monde se moquait de lui. Aujourd'hui, il prend peut-être des boucles d'oreille. Ben ouais. Ben Un ouais. gars, il n'y a rien là. Ben ouais. Alors, Ben ouais. c'est très nos pratiques de ce qu'on met, ce qu'on fait, Ben ouais. comme homme, comme femme. Maintenant qu'un enfant, qu'un bébé de 2 ans s'amuse avec un enfant de 2 ans s'amuse avec une poupée, pas personne qui va rire de T'aurais lui. pas vécu ça si t'étais Hein? né aujourd'hui. Là. Alors, moi, j'ai vécu ça en 55. Ben oui. Mais là, on est en 2024. Ben oui. Alors, faut voir que tout ça se crée, se modifie à travers le temps et garder beaucoup que c'est une construction, tout ça. Ouais, ouais. C'est pas des choses qui sont assises dans nos hormones ou dans notre cerveau. Construction sociale. C'est une construction sociale d'abord. Ben, qui influence. Puis à travers les pays que tu es allé, là, as-tu remarqué beaucoup de ressemblances au niveau de la condition masculine? Beaucoup de différences. Beaucoup de pratiques différences. différentes. OK. Il y a des choses semblables, il y a des choses... puis les gens vont nous dire, oui, il y a... Bon, on apprend dans certains pays à plus dominer, à d'autres à plus... c'est plus mobile, dépendamment. Mais il y a des choses très amusantes qu'on prend conscience. Shanghai, par exemple... T'es allé à Shanghai? À Tu Shanghai, dis ça? Wow. les hommes de Shanghai font rire d'eux comme étant des sissy boys. Hein, des hommes un peu plus efféminés, parce que les hommes à Shanghai aiment beaucoup faire la lessive. Et quand tu regardes qui fait la lessive, là, qui étend le linge, Ouais. c'est presque toujours des gars. OK. Alors, c'est très, très particulier. Alors qu'on sait ici, par exemple, la lessive reste encore une tâche plus féminine, pour vous donner dans les statistiques, là, au Québec. Même encore aujourd'hui? Même encore aujourd'hui. Okay. Alors qu'à Shanghai, c'est l'inverse. Alors, pour dire qu'on doit, c'est des constructions, tout ça, et qu'on a quand même des réalités très différentes. Une des choses qui m'avait beaucoup frappé aussi, en cours de route, quand j'étais au Cambodge, et on m'avait demandé de venir faire une présentation dans leur journée annuelle. Il y a un regroupement une association pour les hommes là-bas qui travaillent dans le travail près des hommes. Au Cambodge. Au Cambodge, qui est Wow. surtout dans 5 des principaux États du Cambodge, des provinces ou États là, du Cambodge, donc tout un réseau pour hommes, un réseau pour femmes travaillant en parallèle, qui sont regroupés ensemble. Et c'est très amusant de leur façon de voir, de travailler, parce que quand les hommes se rencontrent, il y a toujours 2, 3 femmes qui vont voir comment ça se passe, ramasser les principales idées, ramener des idées à leur groupe de femmes. Et inversement, quand les femmes se rencontrent, il y a 2, 3 leaders du groupe d'hommes qui sont présents. Ils les laissent travailler, ils observent, ils prennent, ils ramènent. Très intéressant. Fait que les deux travaillent en parallèle. Et quand ils ont eu leur rencontre annuelle et que je présentais, juste avant, le ministre de la Santé est venu faire Du Cambodge est venu faire une présentation. On était en 2007. C'est ça, 2008. Sur la condition masculine? Quel ce ministre-là? 2008, oui. Ah oui. Alors, j'ai dit, ce serait le fun qu'au Québec, on ait ça. On n'a jamais connu ça. Alors, en 2011, quand à la suite de toute cette expérience-là de transfert, de voyage à l'international, où à la fin, mes collègues de France et d'Angleterre disent, écoute, nous, on se connaît pas, de te rencontrer plein de monde, il faudrait que tu organises des occasions qu'on puisse se parler. Mais les collègues... Ça, c'était ton doctorat, ça, tu faisais ça? Non? Dans le cadre de mon année d'études et de recherche. Une année d'études
Puis c'est d'aller voir ce qui se Qu'est-ce qui se passait passe ailleurs. Ben, dans la réalité c'est riche, masculine, ça. ailleurs dans le monde. Wow. Et oui, très particulier. D'internship en Afrique du Sud, se promener dans un petit village au Cambodge, assis à terre avec 30 gars, de parler pour la violence faite aux femmes. Et Wow. c'est très intéressant. Co-animer une rencontre avec un collègue en Nouvelle-Zélande, des occasions Wow. inespérées. Ça a laissé des liens entre ces pays-là aujourd'hui? Alors, on a tenté. OK. Alors, à la suite de ça, donc, à la suppression des collègues, on a présenté un projet pour essayer de faire un réseau international à partir de ce que favorisait le gouvernement du Québec. Fait qu'il fallait faire une sélection de pays parce que le gouvernement avait ses exigences, Des tout ça, critères, ouais. et des critères, etc. Donc, on a ramassé quelques collègues comme ça où on dit, bon, on pourrait faire de quoi? On a fait une demande, on a eu un petit financement et pour élaborer un peu des bases d'un réseau international de chercheurs en santé et bien-être des hommes. Et on dit, bon, il faudrait que le monde se connaisse, donc on va faire un colloque. On a fait un colloque en 2011. International à l'Université Laval. Et chacun des grands conférenciers, c'était dans le fond nos collègues du réseau. Ouais, les rencontres que tu avais fait aussi à travers ton année d'études. C'est ça. Donc, ça permettait, puis en mettant plein d'autres ateliers de toutes sortes qui étaient présents. Et là, je dis, ben, ce serait intéressant, comme au Cambodge, d'avoir le ministre faire un mot. Mais on n'avait jamais connu ça. Ça t'était resté en tête, ça, cette idée-là. Faut oser ouais. dans la vie. Alors, finalement, on fait des démarches, c'est pas moyen d'entrer. C'est compliqué de rentrer avec... tu passes plusieurs étapes. Pour te rendre au ministre, politique, se rendre au ministre, tu réussis jamais à y parler. Puis l'attaché politique trouve toujours mille une défaite pour ne pas donner des suites. Hein, c'est typique. Alors, tout ça, c'était pas loin après le tsunami d'Haïti. Il y a des collègues en sciences infirmières. Tu parles de quelle année, là? 2011. 2011, en 2011. Le colloque était en 2011. Okay. Donc, le tsunami était en 2010. Donc, début 2011. Nous, on a fait le colloque au début de mars 2011. Et donc, les collègues en sciences infirmières qui avaient écrit un livre, ils ramassaient des sous pour supporter Haïti à l'époque, avaient fait un fonds pour... et ils avaient demandé au ministre d'être parrain d'honneur. Ce qu'il avait accepté de faire, et de faire un petit discours pour le lancement du livre. Ça se passait à quelques jours, une semaine avant notre colloque. Fait que moi, j'apprends ça de mon collègue en sciences infirmières. Fait que j'organise avec mon collègue pour être présent et là, d'avoir un petit moment privilégié avec le ministre. Et là, je rencontre le ministre Bolduc. T'as réussi. En privé. Et je dis, écoutez, monsieur le ministre, nous, on fait un événement particulier au Québec. C'est la première fois, ce sera un des plus gros colloques du genre au Québec. International. Il y a des gens de 27 pays qui vont être présents. Wow. Il faut que vous veniez faire le discours d'ouverture. Et j'explique pourquoi, tout ça. Fait que finalement, il regarde son attaché politique. J'ai-tu quelque chose mercredi prochain? Elle dit non. Il dit, OK, je vais être là à ton colloque. T'as réussi. J'ai réussi à voir le ministre comme ça. Wow. Alors, par un détour de coin de très intéressant dans ce sens-là. Faut oser, hein? À un moment donné, faut oser, faut y croire. Ben, ça montre comment tu portes aussi cette mission-là, là. Tu sais, d'avoir osé comme ça, là. Alors, finalement, de fil en aiguille, le ministre était là, il a fait son exposé. Et de façon très intéressante, très intéressante, coïncidence, notre colloque, l'édifice où avait lieu notre colloque, normalement à l'université, il y a eu un incendie 2 jours avant. Donc, on n'a pas pu faire ça. Là, il a fallu déplacer à la dernière minute. On s'est demandé même si on pouvait faire le colloque. On a réussi à le faire. Mais tout ça, le fait qu'on a commencé un peu plus en retard. Donc, le ministre a dû attendre quelques minutes. Donc, je le mets en contact avec John McDonald, qui venait, eux autres, d'adopter leur politique en santé et bien-être des hommes. Ah, en Australie. Et donc, en Australie. Et là, le ministre apprend qu'il existe une politique en santé et bien-être des hommes ailleurs. Wow! Et là, ça l'ouvre. Il dit, ah oui. Alors, ce qui a amené des ouvertures aussi à aller un peu plus loin, éventuellement, au plan d'action ministériel. Parce qu'il y avait des ouvertures à voir qu'est-ce qui se passait à l'extérieur. Ça fait pas si longtemps que ça a débloqué au niveau ministériel. Là. Et le fait de mettre en contact des situations comme ça favorise beaucoup.
Et finalement, ça l'a amené aussi le ministre, pas longtemps après, à me recontacter, lui, à son tour, à dire, écoute, moi, je suis un comité de travail sur les homicides intrafamiliaux, mais on m'a demandé de présider ce comité-là. Ah, OK. Et j'ai présidé ce comité qui en a remis le rapport en 2012. C'était très intéressant en même temps parce que, puis on voyait le cheminement parce qu'en 2004, on a sorti le rapport Rondeau, réaction très négative d'un certain nombre de groupes de femmes en particulier. OK. 2012, on sort le rapport sur les homicides intrafamiliaux. On portait pas sur les hommes, mais dans lesquels aussi on partait dire il faut avoir des choses autour des services aux hommes. Et en même temps, le ministre avait décidé de dire qu'il accordait des sous à des organismes pour hommes, donc 1 million quelque chose, 1 million 600 000 de mémoire, pour les groupes d'hommes. Et ça n'a pas suscité de réaction négative. Et pour le rapport lui-même, on avait une espèce de consensus. Mais avant ça, les organismes pour hommes étaient financés comment? Ben, il y avait des financements, mais OK. de moins. Qui existaient. OK. Ben, et tout ça s'est amélioré avec le plan d'action plus tard. Donc, on voit des cheminements à travers le temps, mais ça prend patience, ça peut être bien clair de ce qu'on veut pas, et où on veut aller, et aussi d'oser. On veut pas rentrer dans des guerres idéologiques, que ce soit, puis on veut aider les gars, les hommes. Exactement. C'est ça, dans la réalité de ce qui est là où les hommes sont atteints puis touchés, là, puis qui souffrent. Tout à fait. J'aimerais ça savoir aussi, selon toi, tu sais, la lignée, le fil conducteur, ça a commencé quand? Puis c'est quoi qui a été le fil conducteur qui nous a amené aujourd'hui de l'intérêt qu'on a eu pour aider les hommes? Tu sais, dans les années 50, c'est tout le mouvement féministe, les années 60, qui ont dénoncé la violence masculine. Là, on a commencé à s'arrêter, mais ça a débordé de la violence masculine après l'intérêt du travail des hommes. Mais en fait, au début, c'était un travail très personnel pour se revoir pour un certain nombre d'hommes, dire, écoute, oui, d'autant plus qu'on était souvent des conjoints de féministes, de femmes très impliquées, pour ensuite dire, écoute, il faut faire de quoi avec ça, là? Ça peut pas rester avec là. La violence masculine? Avec la violence, mais aussi poser la question, c'est le débord de la violence. Comment on s'engage auprès des enfants, comment on est dans nos relations en général, qu'est-ce qui se passe. Et à partir de ça, d'être beaucoup plus... Parce que je disais, dans les années 90, ça a eu un événement beaucoup plus large et je pense que Guy Corneau, par exemple, là, c'était que les hommes libèrent la parole, fassent partie de groupes d'hommes. Au début, c'était la violence, après ça, les pères, après ça, les groupes de parole d'hommes. Beaucoup plus large, et après ça, on a commencé à se préoccuper d'autres questions. Les hommes qui ont connu des abus sexuels dans l'enfance, les problèmes de toxicomanie, les problèmes de toutes sortes. Là, ça l'a ouvert comme un inventaire. Tout à fait. Tout à fait. Et il faut être beaucoup plus large que ça. Comme quand on a commencé à s'intéresser auprès de la question de l'engagement paternel. L'engagement paternel, c'est des réalités aussi très différentes. Comment ça se vit quand on est sur nos origines ethniques, par exemple, chez nos immigrants, qui est très variable, des variétés très grandes. Chez nos autochtones, comment ça se vit quand en contexte de séparation, comment ça se vit aussi dans d'autres réalités, sont les âges de la vie. Alors, il faut voir un peu, poser des questions, comment aussi le milieu de travail s'adapte aussi à quelque part. Donc, c'est pas juste les femmes qui doivent prendre congé parce qu'un enfant est malade éventuellement. Ça doit être aussi les pères. Ça a beaucoup changé au Québec. Moi, je me rappelle, plus jeune, quand moi j'ai eu ma fille, on voyait pas ça, là, ça fait 30 ans. Des gars qui se promenaient avec leur enfant, une poussette ou le bébé sur eux. Aujourd'hui, moi, je vois des pères qui se promènent ensemble avec le bébé. Ben oui. C'est wow, là, le lien qui s'est développé. Tout à fait. Père-enfant, là. Et on le voit au Québec, qu'on a fait des pas plus grands qu'au Canada anglais, aux États-Unis, et entre autres par le congé paternité, qui est beaucoup mieux articulé au Québec qu'il est au Canada anglais. Et les lois ont un impact. Tout à fait. Et déjà, c'est moins que ce qu'il y a dans les pays nordiques. Ah oui? OK. Oui, c'est plus développé. Pays nordiques, Norvège, 14 semaines, payé 90% du salaire. OK. On n'est pas tout à fait dans notre 5-6 semaines. Là, nous autres, c'est 6 semaines? 5 semaines actuellement, à payer 60-70% du salaire. Donc, on n'est pas tout à fait dans les mêmes... Est-ce que tu penses qu'il est beaucoup utilisé par les hommes, ce congé-là? Oui, le congé paternité de base, oui. Très utilisé. Ah oui, OK. Ce qui est moins utilisé, c'est la division du congé
parental, parce qu'il y a le congé paternité, il y a le OK. congé maternité et le congé parental. Et le congé OK. parental peut être divisé OK. entre le père et la mère ou par l'un ou par l'autre. OK. Mais il y a de plus en plus de pères qui OK. en prennent une partie tout au moins. OK. Ça, c'est... Il y a plusieurs commentaires, Gilles. T'as-tu envie? Oui. Le goût d'entendre ça? OK. Il y a quelqu'un qui dit vous n'avez pas besoin de votre PowerPoint, Gilles. Tu connais bien ton sujet. Très intéressant, cette perspective de l'histoire de l'aide aux hommes au Québec depuis le début jusqu'à aujourd'hui. Très apprécié pour là. Question, c'est vraiment intéressant. Peux-tu le monter un petit peu, Anne-Cécile? Non, le monter, ouais. Est-ce qu'il existe un livre sur les coutumes et habitudes des hommes qui diffèrent d'un pays à l'autre? Y a-tu une référence pour connaître ça? Non, il n'y a pas vraiment d'écriture. Il y a plusieurs choses qui ont été écrites sur différentes cultures, et c'est tout éparpillé, là. Il n'y a pas quelque chose. Pas quelque chose Non. qui rassemble. Si jamais quelqu'un va avoir une petite idée de petits bouts que nous, on a fait, encore une fois, ce qu'on a fait un blog à l'époque, là, ma conjointe et moi, OK, quand là-dessus. on se promenait, OK. et à la fin de chaque pays, on résumait des choses qu'on avait vues, des personnes OK. qu'on avait rencontrées, mais aussi, il y avait toujours une partie sur les réalités masculines dans ce OK. pays-là, OK. particulièrement, et les choses qu'il pourrait y avoir. Y a-tu moyen de trouver ce Oui, blog? alors si vous cherchez JMGT en voyage, JMG. .blogspot.com. OK. Alors, OK. mais Sinon, il n'y a pas un probablement- document que les gens Non. peuvent se procurer ou avoir. Non, Bon, je suis dommage toujours en quand même parce qu'il y a écriture. beaucoup. Ah, t'es là-dessus? Ça va peut-être Depuis sortir? plusieurs années. Un Ouais, jour, ok. il faudrait que je puisse finir. Oui, j'aimerais bien. Moi, je trouverais ça important. C'est sûr, là, cette année-là Oui. que tu as fait. Là. L'autre chose que je voudrais te demander, où on est rendu là, comment tu vois la suite pour aider les hommes? Qu'est-ce qui devrait se faire là, pour continuer à aider les hommes? Une des attentes qui a été dite par le ministre Carman et qu'on espère va se réaliser, c'est d'élargir le plan d'action actuel. Donc, sur plus de portée encore. Donc, le nouveau plan d'action a une portée encore beaucoup plus grande. Je pense qu'il reste encore énormément à faire. Et aussi toucher les autres ministères. Nécessairement, quand on parle des réalités masculines, on parle aussi de ce qui se passe à l'école. On OK. peut pas oublier ça. On peut pas mettre de côté qu'est-ce qui se passe en sécurité publique, milieu carcéral. OK. Donc, qu'est-ce qu'on fait, comment on intervient, qu'est-ce qu'il y en est là-dedans. Pour ne nommer que quelques-uns, mais on pourrait faire le tour, là, l'aide sociale et tous les différents phénomènes. Vous savez que on a de plus en plus, les gens qui ont de plus en plus de difficultés actuellement sont les hommes pauvres, particulièrement. Donc, comme disait John McDonald, Ben oui, comme disait John un hier. des déterminants les plus marquants, c'est la pauvreté. Oui, c'est oui, nécessairement. Donc, nos hommes pauvres s'en sortent moins bien. Isolés particulièrement, à ce Nos moment-là. hommes seuls, pauvres, sur l'aide sociale, c'est ceux qui s'en sortent le moins bien, nécessairement. Donc, qui plusieurs facteurs de vulnérabilité. Donc, faut nommer tous ces facteurs-là de vulnérabilité, avoir aussi des cibles plus spécifiques d'intervention aussi auprès de ces groupes-là, plus particulièrement, prendre le temps. C'est ça, élargir. Là. Complexe, tout à fait. OK. Et pas juste en matière de santé, mais aussi de toutes les autres sphères de vie. Les OK. hommes sont des pères, mais sont aussi ont leur santé, ils sont aussi au travail, donc comment on s'en préoccupe au travail, comment on se préoccupe dans différentes sphères. On peut pas garder des milieux de travail qui ne se préoccupent pas de la réalité globale de leurs employés. Il faut, et donc, la réalité d'hommes aussi, d'hommes-pères, doivent être aussi présents dans le milieu de travail. Donc, avoir cette vision-là beaucoup plus large et viser beaucoup plus une vision globale des réalités. Puis avec ce que tu connais des réalités masculines, est-ce que la santé des hommes s'est améliorée? La préoccupation de la santé des hommes s'est améliorée, je dirais d'abord et avant. Tu ferais cette Je ferais cette distinction-là. Je pense qu'il reste encore beaucoup à faire pour que les hommes se préoccupent pleinement de leur santé. Là, tu parles d'une prise en charge des hommes par eux. Pas juste le système qui aide les hommes. Exactement. Mais ça va de pair. Hein? OK.
John McDonough donnait l'exemple, et souvent, et avec raison, on a fait des grandes campagnes, par exemple, sur le cancer du sein, pour que les femmes aillent passer des mammographies. Ils reçoivent aussi des courriers à partir d'un certain âge, et on a développé des modalités. Il faut faire la même chose aussi pour les problèmes de santé des hommes. Hein. Pour les la hommes, prostate, puis on entre entend autres, beaucoup de quand même plus en parler. plus, Ouais, c'est ça. effectivement, et on peut dire que là-dessus, des campagnes comme Movember, par exemple, font un impact intéressant. Ouais. C'est très intéressant. Là, Mais tu vois pas une énorme Mais amélioration il y de a la des santé choses. masculine? Il y a des choses, on avance, oui. OK. Et effectivement, il y a plus d'hommes qui viennent demander de l'aide, il y a OK. plus de préoccupations, il y a plus de soucis de manière générale. Ouais. Mais on a encore de grands pas à faire. OK. Et l'autre point que c'est sûr, je vais défendre ma cause, là, la recherche Vas-y reste donc. encore, ça reste encore difficile de défendre, d'avoir des budgets de recherche en santé bien-être des hommes. OK. Faut bien se le dire. L'Université Laval est un leader au niveau de la condition masculine? Ben, en fait, ça a été la base beaucoup du réseau Masculinité Société à l'époque. Vous êtes ramassé une gang de gars là-bas qui ont été on est leaders. quand même sur les 43 chercheurs, on a une dizaine qui sont de l'Université Laval, OK. ce qui est quand même le quart, donc quand même pas négligeable. OK. Hey, on arrive déjà à la fin, Gilles. Tu sais, puis moi, je veux retenir une chose aussi dans ce que tu as dit puis que je trouve important, c'est le goût d'aider les gars, mais pas en opposition aux femmes, pas en enlevant quelque chose, en continuant à se préoccuper de la santé des femmes, des conditions des femmes, mais en intégrant dans la société aussi que les gars ont besoin d'aide. C'est ça que je retiens aussi de ta philosophie qui t'a guidé au fil des ans, là. Et on a pu voir à travers autant la table ronde tantôt que les autres événements qu'il y a plein de richesses chez les hommes. Il faut continuer à croire en leur force et qu'en même temps, les vieux modèles sont encore très présents. Donc, même si certains disent que c'est dépassé, qu'on parle de vieilles affaires, c'est encore tout là. C'est pas mon avis, Gilles. C'est pas dépassé. Pour moi, quand je t'écoute, c'est d'actualité. On est encore dedans. C'est pas fini. Quand j'ai écouté Pierre un matin, même affaire, tu sais. Puis c'est ça que je disais ce matin. On fait un colloque, nous autres. Là, on a eu l'impression qu'on amenait quelque chose, tu sais, mais je vous écoute, puis tu sais, c'est déjà là depuis longtemps sur la table. Fait que merci d'avoir initié ça de votre part. Si on est là, il y a de vous dans ça. Merci encore, Gilles. Merci. Bon, un autre pas cet après-midi, encore bien riche. Une autre dimension que Gilles nous a apportée. Là, après la pause, c'est Martin Léon, notre porte-parole, qui va venir faire un témoignage, discussion, on va faire ça ensemble, sur son cheminement du gars qui vient d'une lignée de gars qui parlaient pas, puis que c'était dangereux de parler, à un gars qui s'est occupé de récupérer sa parole. Et aujourd'hui, c'est un gars qui est un modèle d'influence, il dira pas ça, mais moi je vais le dire, à ce mouvement-là aussi, de récupérer chaque gars notre parole, un peu comme Gilles l'a dit tantôt, c'est pas juste au système, ça va de pair. Nous autres aussi, on a à prendre en main notre cheminement. Puis dans ce cas-là, Martin, pour moi, c'est un modèle. Fait qu'on prend une pause, puis on se retrouve dans 15 minutes avec Martin.